Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine pour quelques dollars de plus. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur les différents réseaux Tino-du-bas bourse que sont Twitter, Instagram et TikTok, et bien sûr le groupe Facebook du podcast de la bourse. Rejoignez-nous, vous pouvez intervenir en plus sur ce groupe-là. Bien évidemment, c'est ouvert à tous, et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où il faut absolument activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et bien sûr, pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, nous avons tous salon de bourse, formation et coaching sur le site pepitortrade.com. Comme mes partenaires, bien évidemment, Trade Republic, bien sûr, partenaire pour moi sur notamment le long terme, mais surtout pour moi pour les cryptos, j'y reviens. L'expertise fondamentale avec mes amis Dibou, bien évidemment, la gestion privée, passez votre patrimoine au niveau supérieur avec mes amis Michael et Olivier de Urutia et bien évidemment le logiciel, vous savez, dont je suis le premier fan, qui est gratuit, qui est le logiciel d'analyse technique ProReal Time. Un petit zoom donc sur Trade Republic qui est bien évidemment le partenaire du podcast de la bourse. Vous pouvez ouvrir si vous le souhaitez avec le code de bienvenue. Il y a un petit cadeau à la clé, le petit code qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Moi je me sers de Trade Republic, je pense que c'est un broker dont il faut se servir pour l'épargne long terme, l'investissement programmé, notamment tout ce qui est DCA, etc. Plus moi, je m'en sers également pour mon portefeuille crypto. Et d'ailleurs, je vous ai fait cette semaine une vidéo, la seconde de ce nom, sur Bitcoin Altcoin, parce que je trouve qu'il y a vraiment des configs. Allez voir, s'il vous plaît, allez voir cette vidéo. Il y a des configurations qui se regardent. J'ai proposé des stratégies sur un bon nombre d'actifs. Allez voir, bien évidemment, il ne faut pas faire all-in, mais parce que c'est très volatile, mais il y a un certain nombre de choses à aller voir, donc je vous engage vivement, je vous mets le lien, je vous engage vivement à aller voir cette vidéo. On attaque avec le programme de cette vidéo hebdo. On a un programme chargé avec Dassault Systèmes, Stellantis, BNP Paribas, Kering Biomérieux, Lexibook, Eurofins Scientifique, Elior, Genfit, Ipsos, GTT, Big Ben Interactive, Eramé, OVH, Umicore, Voltalia, Equasense, Worldline, que j'ai oublié dès la semaine dernière. J'oublie toujours une, c'est pas fait exprès, mais j'en oublie toujours une. Fnac Darty, Recticel, Pull-Up, je suis allé un peu vite. Recticel, Pull-Up, Aramis, Lumiburn, SAP, ça c'est en Allemagne, Super Micro Computer aux États-Unis qu'on avait vu il y a des mois, Boeing, Rivian Automotive et Nike, ça sera pour les États-Unis, avant bien évidemment de terminer par le titre à suivre, même si c'était pas évident, j'allais trouver qui me semble pas mal. Allez, on attaque avec donc le résumé de la semaine. J'active ma webcam, me voici, me voilà. Une semaine de zigzag un petit peu, donc il est, il est 13h20. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il va y avoir les stats de l'inflation aux États-Unis. Comme d'habitude, j'aime bien faire la vidéo avant la stat parce que sinon, du moment où il y a de la volatilité, etc., je peux être perturbé dans mon analyse, donc je préfère la faire avant. Je pense, à titre personnel, que la stat sera pas mauvaise. Je peux me tromper, évidemment. Ça vous donnera l'occasion de vérifier quand vous regarderez la vidéo et vous pourrez vous dire que je me suis planté ou pas d'ailleurs. Mais je pense que, globalement, ça va être à peu près dans ce qui est attendu, voire peut-être une surprise, une bonne surprise. On verra bien. Finalement, rien de nouveau sous le soleil. On a quand même effectivement un aspect un peu correctif sur les marchés. On le voit, notamment sur les titres qui composent le S&P 500. Ça, c'est le nombre de titres qui sont au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, qui est un peu la moyenne mobile, si vous voulez, de moyen terme, on va dire, grosso modo. Donc, on s'aperçoit que la majorité quand même des titres qui composent le S&P 500 sont actuellement en dessous de cette moyenne mobile.
on peut dire qu'on a vraiment un effet correctif qui était attendu. Hein. Si vous voyez les vidéos depuis un petit moment, on savait bien, on se disait bien que sur les indices, il y allait avoir une correction qui, je trouve, quand même est saine. Je trouve qu'elle se fait quand même de manière assez... Alors sur les États-Unis, c'est un petit peu plus violent, certes, mais globalement, je trouve que ça ressemble plus à des ranges. D'ailleurs, sur le CAC, c'est un range. Voilà, je trouve que c'est pas méchant. Au niveau des stats cette semaine, je vais rapidement, vous allez comprendre pourquoi je vais rapidement. Mais cette semaine, on a eu pour moi, ouais, il y a toute une série de stats, mais il y en a trois voilà, qui moi, que je ressors un petit peu. C'est jeudi le PIB trimestriel aux États-Unis qui est encore inférieur aux attentes. Donc on commence, la sensation du moins, qu'on commence à avoir un petit peu des premières difficultés. Pourquoi pas aux États-Unis. Alors c'est bien beau de garder les taux très hauts très longtemps parce qu'on a une économie résiliente, mais au bout d'un moment, à force de tirer sur la corde, elle finit par céder. Et là, elle ne cède pas, mais on sent que ça commence à craqueler. Voilà. Et donc, c'est un élément qu'il va falloir, bien évidemment, moi je pense, vraiment surveiller. Et le second élément qu'il va falloir, bien évidemment, surveiller, c'est le chômage. C'est le chômage, car pour moi, il sera, ou pas d'ailleurs, annonciateur de récession. Et donc, il va falloir, bien évidemment, observer ça. On commence à avoir des petits rebonds du chômage aux US. On n'est pas encore, pour moi, sur des signaux clairs, mais il faut le surveiller de très près. Donc ça, c'est vraiment les deux stats importantes. La troisième, c'est la stat de l'inflation européenne qui a rebondi légèrement, mais pour moi, quand même, c'est un rebond dans une tendance quand même globalement baissière. Et a priori, du moins en Europe, tout nous indique qu'on est quand même vraiment sur le bon chemin. Le dernier graphique que je voulais vous montrer, c'était celui de l'épargne Covid. Qui avait été, on le voit sur la partie basse, qui avait été alloué, si vous voulez, aux particuliers. On s'aperçoit que ça y est, on arrive à la fin. Donc tout ça, si vous voulez, donc c'est long, 4 ans d'épargne Covid qui a été consommée. Tout ça est venu, il faut en avoir conscience, est venu booster aussi l'économie américaine, évidemment, l'économie européenne. Toute la question est de savoir, c'est maintenant qu'on a épuisé cette économie de guerre, finalement, pour reprendre le mot de notre très cher président de la République, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, voilà, maintenant, c'est là où on va voir vraiment si l'économie, elle est vraiment résiliente, puisqu'on n'a plus d'épargne, du moins, l'excédent d'épargne n'est plus là. Le marché de l'immobilier, notamment en Europe et notamment en France, est en difficulté. On le sait tous. Et donc, tout le marché de l'emploi qui gravite autour de l'immobilier, c'est-à-dire le secteur bancaire, c'est-à-dire les artisans, c'est-à-dire les avocats, c'est-à-dire les agents immobiliers, etc., tire la langue. Donc tout ce marché-là, comment finalement il va pouvoir repartir? La Banque Centrale Européenne, apparemment ça c'est en train de se valider, va très certainement pivoter elle au mois de juin. Donc évidemment que c'est positif. Malgré tout, je vois mal, pendant que les US ne pivotent pas, je vois mal Mme Lagarde faire un pivot monstrueux. Je pense que pour marquer le coup, elle va effectivement faire une première baisse, mais elle va pas s'éloigner de manière extrêmement importante des décisions de la Fed. C'est peu probable. Donc voilà, tout ce contexte-là, quel va être l'impact sur les marchés, etc. Très sincèrement, ça c'est une partie que je suis en train d'étudier, voir, parce que c'est historique que la Banque centrale pivote avant la Fed. Donc quel sera véritablement l'impact sur les marchés? Déjà, est-ce qu'il y en aura un? Potentiellement, il peut ne pas y en avoir. Et ensuite, s'il y en a un, quel sera-t-il? Voilà, un petit peu les questions qu'on se pose. Et alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, j'ai un cadeau, entre guillemets, c'est que on a enregistré hier une émission sur justement un peu tout ça, pivot de la Fed, élections américaines et européennes, plus également le potentiel de l'or, du gold. Et donc, on a enregistré avec Valentin Offrand et Thomas Andrieux, qui sont deux grands spécialistes de l'économie générale. Thomas, lui en plus, est
des spécialistes sur les cycles. C'est très intéressant, les cycles, le gold également. Donc voilà, on a vraiment fait une émission, je pense, je l'espère, de qualité, qui dure plus d'1h20 et qui sera diffusée, donc ne la loupez pas, ne la loupez surtout pas, dimanche prochain. Dimanche 9 juin à 9h. Voilà, donc je vous invite, si vous avez de l'intérêt pour l'économie et pour la vulgarisation, parce qu'on a essayé de vulgariser au maximum, on a essayé de se mouiller aussi, je vous invite dimanche prochain à regarder cette émission. Je pense que vous aurez des éléments qui vont vous apporter un petit peu plus de lumière. Voilà, donc ça c'est toute la partie, si vous voulez, effectivement, bon, économie, etc. Maintenant, effectivement, maintenant qu'on s'est dit ça, ben, c'est les graphiques, hein, finalement, comme d'habitude, hein, qui nous donnent un petit peu le ton. Maintenant, si on regarde le CAC 40, on avait imaginé sous nous cette espèce de range. On y revient pour la troisième fois sur ce bas de range. Donc le bas de range est 7009, donc support 7009 et on va dire grosso modo résistance 8250, 8300 points. Donc on a un range finalement je crois de 4-5%, voilà 4-5% entre le haut et le bas de range. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire? Grosso modo, c'est que tant qu'on est là-dedans, il n'y a pas véritablement de direction et ça ressemble beaucoup, souvenez-vous, à ce qu'on s'est dit depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'on allait avoir finalement des indices qui allaient à ranger. Voilà, je pense. Alors, la réaction sur le bas de range est un peu timide hein, pour le moment quand même. Je suis un petit peu déçu quand même. Et je ne serais pas surpris, très sincèrement, qu'on aille quand même tester plutôt l'oblique avant de repartir vers le haut. Vous voyez cet oblique là, ici en rouge là. Ben, moi, je ne serais pas surpris qu'on revienne plutôt sous les 7008. Voilà, c'est là où tout le monde dira, oulala, le bas de range est cassé, report du range, ça nous reporte sur les 7005, etc. Moi, pas sûr, je pense plutôt que voilà, si on casse le bas, on n'ira pas beaucoup plus bas, peut-être 100 points, 200 points, 300 points maximum, avant de jouer un rebond pour, je le crois, je le pense, je l'espère, un rebond qui se fait généralement entre mi-juin et mi-juillet hein, en termes de saisonnalité. Tout en sachant que là aussi, les années électorales, dans les années électorales américaines, les comment dirais-je, la performance hein, des marchés l'été est plutôt bonne. D'accord? On va avoir une augmentation de la volatilité. Le VIX augmente mécaniquement jusqu'aux élections présidentielles. On en parle également dans l'émission de jeudi prochain. Donc, voilà. Il va y avoir de la nervosité, il va y avoir du zigzag, mais globalement, je ne m'attends pas à un crash, sauf événement majeur. Je ne m'attends pas à une baisse forte. Pour le moment, je m'attends à une baisse forte, mais pour plus tard. Mais pour le moment, du moins jusqu'aux élections présidentielles et jusqu'au pivot des banques centrales, je pense que le marché restera résilient. Il performera peut-être pas autant que ce que cela a été ces derniers mois, mais je pense globalement, il restera résilient. Voilà un petit peu. Alors, la bonne surprise, évidemment, dans tout ça, hein, c'est quoi? C'est les small. Puisque les small, elles, regardez, elles sont extrêmement résilientes. On avait espéré, la semaine dernière, vous avez parlé éventuellement une construction de figure, mais on voit que à peine il y a une construction intermédiaire, hein, à peine il y a une petite consolidation à plat, comme on avait eu un petit peu, une espèce de range là pendant 5 à 10 jours. Derrière, pouf, tout de suite, on tente de recasser par le haut et visiblement, les small caps veulent aller chercher le niveau de résistance suivant. Le niveau de résistance suivant, l'objectif, hein, vous le savez, c'est de revenir tester la zone, voilà, 13 200 points, 13 300 points, qu'importe. Donc il y a un potentiel supplémentaire sur les small de 2-3%. Voilà. Maintenant, voilà. Quid du ratio gain sur risque? J'aurais quand même, moi, vraiment aimé plutôt voilà, qu'il y ait un repli plus important. Malheureusement, on ne décide pas. J'aurais aimé vraiment qu'on s'inscrive plus dans une figure de moyen terme. Pour le moment, c'est pas le cas. Bon, donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. On reste à l'achat. On est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours
qui est haussière. On voit que pour le moment, tous les appuis sur la moyenne mobile sont achetés. Très bien, c'est un marché qui est devenu, alors que c'était un marché qui était extrêmement faible ces derniers mois, voire ces dernières années, le marché aujourd'hui des small caps est un marché très recherché. Pas forcément un marché qui a été attiré par des flux énormes. Faut pas croire que le marché des small caps a rebondi parce que les fonds ont majoritairement et de manière extrêmement forte acheté des actions. Non, c'est pas vrai. Les flux sont pas extrêmement importants, les carnets d'ordre sont pas extrêmement remplis, mais il y a un peu plus d'acheteurs, oui, que de vendeurs, même bien plus. Et donc, on a effectivement des marchés, des small caps qui se portent extrêmement bien. Bon, voilà, grosso modo, pour les indices, entre guillemets, principaux, on va regarder maintenant, bien entendu, on va regarder les actions. Et parmi les actions, il y a DSY. Alors, DSY, vous le savez, j'ai toujours la même analyse, j'ai pas changé, ça fait des semaines, voire des mois qu'on la suit. Et je vous avez dit, moi, tant que on ne rentre pas là-dedans, la zone investisseur, elle est là. Donc 32, 34, grosso modo. Et puis, si ça lâche, parce que ça peut lâcher, il faut toujours prévoir un second renfort. Quand on est investisseur, n'investissez pas en une fois. Prévoyez au moins un renfort, 50%, 50%, voire même 3 renforts, 33, 33, 33. Il n'y a pas de problème. Mais au moins 2, quoi. Voilà. Donc, toujours essayer d'avoir plusieurs zones. Pourquoi? Parce que si la première zone rebondit, ma foi, vous avez acheté quasiment le point bas, super. Mais si c'est pas la première zone qui rebondit et que c'est finalement la deuxième, vous avez acheté un petit peu là, vous avez acheté un petit peu là, vous avez un prix, entre guillemets, donc un prix moyen d'achat qui se situe par là, 26, ma foi, c'est super quand même pour aller chercher de la performance, sans être finalement un grand trader, et voilà, juste d'avoir des niveaux. On avait proposé un achat en mode trading la semaine dernière, je vous avais dit, voilà, achat possible au-dessus du plus haut du jour, c'est-à-dire au-dessus du plus haut du 24 mai, et on a fait un double top pas cassé. Donc derrière, pouf, on lâche et tout ça, voilà, effectivement, on a pouf, 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 gap baissier sur gap baissier. On revient sur un premier support intermédiaire. Les traders, forcément, vont jouer là aussi, je pense, du rebond, mais je vous renvoie aux vidéos précédentes. Pour le moment, moi, ce que je vois, ce sont effectivement des consolidations haussières dans une tendance baissière. Donc, on peut avoir ce genre de choses pendant un petit moment avant de revenir toucher la zone. Et c'est une fois qu'on a touché la zone, si on a une belle mise en place de congestion, qu'on verra si on la casse par le haut pour pouvoir repartir. D'accord? Donc pour moi, trader, vraiment trader agressif, pourquoi pas, mais globalement, il faut rester à l'écart et je serais plutôt, si on est investisseur de toute façon, je serais plutôt dans l'attente, d'accord? Voilà, il y a pas mal de gens déjà quand il y a eu la baisse ici qui me disaient ouais, ça a beaucoup baissé, etc. C'est le moment d'acheter, si on n'achète pas là, on n'achètera jamais du Dassault Systèmes. Bon, en attendant, on a perdu encore 15% de plus que la baisse qu'il y avait eu précédemment, qui était déjà une baisse de 15%. 15 et 15, ça fait 30. Donc, vous voyez, il peut quand même se passer un certain nombre de choses. C'est pas parce qu'on a perdu 15% qu'on ne peut pas en perdre 15 de plus. Ok? Donc, voilà pour mon analyse de Dassault Systèmes, Stellantis. Donc, toujours la même, pareil, Stellantis, c'est du même registre. Hein. Moi, Stellantis, pour moi, elle est en train de... Alors oui, mode trading, même moi, j'ai tenté des choses parce que quand il y a des excès comme ça, voilà, là-dedans, on a tenté d'acheter la congestion, mais on est rapidement sorti parce que ce sont des rebonds techniques. Alors, sur quelques heures, quand on fait un rebond de 5-6%, c'est agréable, hein, quand on a des tailles de position importantes pour jouer du trading, tout ça, c'est agréable. Mais pour moi, voilà, je pense qu'on va être vraiment dans un mouvement qui va être beaucoup plus long. Voilà. Ce qui est intéressant, toutefois, c'est que malgré tout, on a déjà la réduction de la volatilité qui est en place sur Stellantis, d'accord? Donc on le voit, voilà, on a déjà ici des petites... Voilà, on a déjà une petite réduction de la volatilité. Donc on verra si effectivement on arrive à s'inscrire là-dedans et à casser par le haut. À ce moment-là, peut-être que le signal, on l'aura directement ici. Voilà. Mais pour le moment, c'est de l'observation. D'accord? La grosse zone pour moi, c'est la zone des 18 à 19,50. Vous me direz, on est à 20,40, hein, on n'est pas non plus beaucoup plus haut. Et la deuxième zone, elle est plus basse. Elle est aux alentours des 13,50 €, 14,50 €. Bon, le secteur de l'automobile, pardon, est un secteur qui avait énormément performé sur le premier trimestre. C'était le secteur leader. Hein, je crois qu'il avait une performance
pas dire de bêtises, mais de mémoire, sur les 3 premiers mois ou les 2 premiers, il avait une performance de 12 ou 15%, je crois. Et puis, je crois que j'ai regardé la semaine dernière, je crois qu'il est plus qu'à 4%. Donc, il y a eu beaucoup de reflux, ça s'explique, la Chine, etc. Bon, bref, on va pas faire tout le narratif, mais voilà, c'est un secteur qui, globalement, et je pense aussi aux équipementiers auto, qui est globalement en souffrance depuis quelques semaines. Donc, pas un secteur fort, dans des marchés qui eux aussi ont tendance un peu à zigzaguer. Donc est-ce que c'est le moment d'anticiper des fois, ça vaut le coup d'anticiper certaines choses. Là, pour le coup, je ne sais pas si ça vaut le coup. C'est intéressant du moins d'anticiper un rebond de ce secteur-là. Bon, le secteur qui est fort, bien évidemment, hein, c'est le secteur bancaire. Alors, il y a eu beaucoup de dividendes qui ont été versés. BNP Paribas, ça doit être la même chose. Alors, c'est intéressant parce on revient ici là sur l'oblique. Donc voilà, moi je suis toujours positif sur BNP Paribas. Ce qui va être intéressant de noter, c'est éventuellement de jouer pour vraiment en mode trader, de jouer éventuellement le comblement donc, du gap ici, le comblement des 68,50 €. Alors il y en a parfois, je me suis déjà exprimé là-dessus, mais je le répète sans aucun problème, bien évidemment. Pourquoi je mets des graphiques dividendes non réinvestis? Parce que je veux voir justement les gaps de dividendes et parce que je sais que eh bien, souvent ce sont des zones qui sont vues comme des zones d'objectifs pour les traders, pour les algos, etc., etc. Donc je préfère voir les trous de cotation. D'ailleurs, de cotation de dividendes. Et d'ailleurs, vous apercevrez que la majorité des sites boursiers, ABC Bourse, etc., affichent par défaut des graphiques dividendes non réinvestis. D'accord? Donc je veux voir, si vous voulez, je veux voir ce que tout le monde a tendance à voir. Voilà un petit peu, donc pour BNP Paribas, en mode trading, pourquoi pas, investissement, pourquoi pas aussi. Là où je commencerai à m'inquiéter, c'est si on repasse sous les 65 €, grosso modo. Si on repasse sous les 65 €, ce sera de la faiblesse. Ce sera certainement parce que le CAC, lui aussi, je pense, sera en train de casser, voire aura cassé directement son bad range. Voilà. Et c'est là où on notera certainement de la fébrilité. Kering, on l'a pas vu depuis un petit moment, je sais que beaucoup la suivent. Moi, Kering, j'ai la même analyse. Alors, on avait parlé notamment de jouer ici là, en mode trading parce qu'il y avait une belle congestion. C'est pas passé. Donc là aussi, ça aide pas forcément le CAC, bien évidemment. Bon, moi, c'est toujours un peu la même analyse pour un investisseur. Pour un investisseur, moi, je vous avais donné la zone, vous avez proposé, du moins pas donné, on donne rien en bourse. Je vous avais proposé la zone ici des 340 pour un premier investissement, la deuxième ici aux alentours des 250 pour un investissement. 340, 250, grosso modo, vous allez avoir un prix aux alentours des 300. Je pense que avoir un prix sur Kering aux alentours des 300, sachant que le plus haut historique est à 800, qui était peut-être un excès certes, mais je pense que c'est pas déconnant, d'accord? Donc voilà, pour moi, j'ai toujours le même avis. Ceux qui ont investi à 340, pour moi, il faut pas bouger, et normalement, vous avez prévu donc un renfort supplémentaire dans cette zone-là. Pour moi, c'est 2 renforts supplémentaires. Voilà, vous ferez un prix aux alentours des 290-300 €, et je pense que sur les 5 prochaines années, ça peut être intéressant. Alors, toujours la même chose quand une action baisse. On me dit il ne faut pas l'acheter parce que elle baisse, parce que c'est une entreprise qui est en difficulté, etc. etc. Très bien. Évidemment, quand un prix baisse, c'est rare qu'il n'y ait pas de raison. D'accord? Il y a toujours généralement des raisons en général fondamentales. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse toujours en investissement, c'est est-ce que les raisons fondamentales d'aujourd'hui de la baisse seront toujours valables dans 5 ans? Et est-ce que Kering sera toujours une entreprise en difficulté dans 5 ans? Est-ce que Kering, finalement, dans les 5 ans à venir, n'aura pas la capacité de relever de nouveaux challenges, de nouveaux défis et éventuellement se relancer? Moi, je pense que oui. Et c'est pour ça que je pense que quelqu'un qui veut investir petite partie de son portefeuille sur du luxe, je pense qu'investir sur Kering à 340, qui est plus haut que le prix que je vous montre ici, plus un renfort aux alentours de 250, je pense que ça a du sens. Évidemment,
On en reparlera dans 5 ans, si vous regardez toujours les vidéos et si j'en fais toujours. Mais en tout cas, moi j'y crois. Voilà. Je ne suis pas investi hein, sur Kering. J'ai pas de position, très peu de position long terme. J'ai un peu d'Alibaba pour tout vous dire, c'est tout. Et encore vraiment très peu. J'ai un peu de crypto en gros long terme. J'ai quelques small cap long terme, mais globalement, je suis très peu investi à long terme actuellement. Bon, mais en tout cas, franchement, voilà, si quelqu'un me demandait aujourd'hui, voilà, quelqu'un de la famille, etc., me dit, voilà, aujourd'hui, j'ai un petit peu d'argent, sur quoi je peux investir, bah, j'y dirais, prends une petite ligne aujourd'hui de Kering à renforcer sur les 250. Pour moi, ça a du sens, j'hésiterai pas à le dire. Voilà, mais c'est mon avis, je peux me tromper, et bien évidemment, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui en commentaire vont me dire que j'ai tout faux. C'est probable. On verra, on aura la réponse bien plus tard. Biomérieux, alors c'est une entreprise qui m'a été proposée plusieurs fois. C'est une entreprise que j'ai adoré, que j'ai beaucoup tradé, notamment en 2019 jusqu'au sommet là, de 2020. J'avais énormément tradé cette action-là. Et je trouve que, bah, merci de me l'avoir proposé parce que je trouve que on revient sur un niveau important. Vous voyez, je suis sur un graphique hebdomadaire et c'était porté, ce titre a été porté par une oblique haussière. Donc qui a fait support ici, support, 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 support. Et on revient alors à la fois sur effectivement bon, la zone de support oblique, plus effectivement une zone de pullback de résistance oblique qui a été cassée, retestée, retestée. Donc c'est hyper intéressant. Quand on avait fait l'analyse la dernière fois, on était par là, donc ça devait être début février. Je vous avais dit, voilà, l'objectif c'est de revenir tester l'oblique. Bon, on est venu la tester là. Et éventuellement, après, on aura soit un reflux, soit on aura la cassure, la congestion pour repartir. Donc c'est le scénario numéro 2 qui a été retenu. Donc finalement, on est sur quelque chose qui est comme ça. Et oui, il y a effectivement des choses qui sont petit à petit en train de se mettre en place. Donc, alors, elle est erratique, hein, il ne faut pas la trader. Hein. Enfin, il ne faut pas la trader. Quand je veux dire, il ne faut pas la swing trader, c'est-à-dire il faut éviter de faire un plan. Il vaut mieux rentrer en plusieurs fois avec des stops larges, vous voyez, parce que elle fait des mèches, etc. Donc, je vous invite vraiment à faire attention à ça. Bon, moi, je vais être assez clair. Hein. Pour moi, on a une oblique qui est là, d'accord. Le signal, c'est au-dessus de l'oblique, d'accord. Si vous voulez attendre potentiellement signal au-dessus de l'oblique, ouais, on est en train de tester, etc. Signal au-dessus de l'oblique ou au-dessus des 96,60 €. Voilà. Si on casse les 96,60 €, on peut tenter éventuellement un achat. Idéalement, j'aimerais un dernier repli. Voilà, idéalement, il faudrait un dernier repli dans cette zone ici, une petite congestion, et à ce moment-là, on essaiera éventuellement de la trader. C'est haussier, hein, long terme, hein, biomérieux, hein, d'accord. Donc, quand on regarde le graphe, c'est un graphe qui est haussier, c'est une zone extrêmement importante, c'est un moment clé pour pouvoir éventuellement investir sur la valeur. Ok, j'accélère parce que je suis déjà à 30 minutes. Comme d'habitude, je rame. Je vais essayer de ne pas oublier une valeur aujourd'hui. J'essaie de relire. Lexibook. Donc, Lexibook, petite valeur, hein, Lexibook, mais qui est pas mal. Alors, donc fondamentalement, c'est pas mal. Donc, on l'avait étudié bon, précédemment, hein, souvenez-vous. Donc, le support oblique ici. Hop, voilà, on avait parlé de ce support oblique là. Derrière, on a fait la cassure ici. On n'a pas fait véritablement le pullback, etc. Par contre, ce qui est intéressant sur Lexibook, c'est que ça là, ça c'est un mouvement correctif. Hein. Ça, c'est une figure corrective, hein, d'accord. Donc ça, c'est une figure qui m'annonce voilà, on a eu le push, on a la correction qui m'annonce derrière un nouveau mouvement. D'accord. Quand vous voyez ce genre de mouvement, a priori, c'est pas une fin de structure, c'est plutôt une structure de continuation. D'accord. Donc il faut la surveiller. J'imagine qu'il y a une baisse des volumes. Ouais, voilà, quand même un beau ralentissement des volumes. Derrière, si ça break, si on commence à breaker la zone des 3,60, ça peut repartir vers pourquoi pas aller chercher les 4,72 €, 4,80 €. Donc il faut la surveiller de très très près celle-ci. Pas très liquide, malheureusement, 7 000 € échangés aujourd'hui. En moyenne, c'est un petit peu plus, c'est 45 000. Mais voilà, globalement, faites attention à la taille de vos positions. Voilà, pour moi, c'est plutôt une structure de continuation, comme on avait pu avoir, vous voyez, quand on a des structures comme ça c'en est une également, on le voit bien. Vous voyez, ça ressemble beaucoup. Donc vous avez, si vous voulez, le push, vous avez la correction, vous avez la continuation. Ici, à nouveau, vous avez une figure de correction.
Voilà, ce sont des éléments qui sont toujours, toujours intéressants à surveiller. Et, euh, et voilà. Bon, là, avant, c'était vraiment pas liquide. Quand c'est aussi liquide, c'est difficile de faire de l'analyse technique quand même. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant et je suis convaincu que elle peut redémarrer. Donc, à suivre de près. Eurofin scientifique. Donc, moi, je fais le suivi. Pour le moment. Alors, pour le moment, donc je vous avais dit, hein, on était là-haut. Ce que j'attendais, c'était un repli sur le bas de la figure. Et donc, voilà, bas de figure, on est en train de congestionner sur la moyenne mobile. Donc, on est vraiment sur un moment clé également ici. Ça se surveille de très près. Ouais, ça se surveille de très près. Donc, mode trading. Donc, mode swing trading. On attend la cassure de la moyenne mobile à 10 jours pour pouvoir entrer. Et le stop d'invalidation se mettra sous le dernier plus bas. Mode vraiment agressif, agressif. Si la bougie se termine ainsi, et encore une fois, il n'est que 13h30 ou 13h40 au moment où je fais la vidéo, achat au-dessus de la bougie, là, ici, là, et stop sous le dernier creux. Voilà. Les objectifs seront, c'est agressif, hein. Les objectifs seront de retrouver pour moi les sommets ici, c'est-à-dire les 59, 59 et demi, et ensuite d'espérer effectivement une continuation. D'accord, avec une congestion et derrière les gaps, etc., etc. Si on lâche, par contre, si on commence à repasser sous les 54, je considérerais que c'est quand même de la faiblesse et qu'il faudra vraiment être beaucoup plus vigilant que ça. Ok. Bon, voilà, grosso modo pour fin scientifique. Elior, alors elle a fait une belle poussée. Hein. Elior, c'est une entreprise qui va mieux, hein, qui va beaucoup mieux. Donc, on l'avait analysé, souvenez-vous. Voilà, on l'avait analysé, je sais même plus. C'était quand ça? Ben, ça devait être vendredi 17 mai. Ça devait être il y a 2 semaines. Et je vous avais dit, voilà, maintenant ce qu'on attend, c'est la congestion, la mise en place de la figure. C'est très exactement ce qui est en train de se passer. Très exactement. Donc pour moi, c'est hyper positif quand même ce qui est en train de se passer sur Elior. Regardez, voilà, on a une super belle congestion. Voilà, magnifique. Donc, est-ce que ça va casser par le haut? Est-ce que si ça casse par le haut, ça va continuer, etc. J'en sais rien, mais ce que je vois, regardez, 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 regardez. Voilà. Ça, c'est des éléments que vous devez rechercher. Ça marche pas à tous les coups. On le sait, mais on sait qu'il y a des ratios énormes. D'accord? Donc là, clairement, pour moi, le plan est pas très compliqué. C'est achat au-dessus des 3,77 €. Idéalement, si ce soir on ne les dépasse pas. Et le stop d'invalidation. Alors, voilà. Clôture, etc. Après, vous ajustez. Hein, mais grosso modo, serait plutôt sous les 3,28 € pour viser la cassure de résistance. Bon, Elior, elle est violente. Hein. Il vaut mieux mettre un stop physique et se faire sortir que se la jouer, entre guillemets, stop clôture. Les objectifs, bon, pour moi, je viserai l'objectif ici aux alentours des 5,30 €. Vous voyez, en termes de ratio gain-risque, très très bon. Et ensuite, voilà, si ça veut bien, les 6,32 € et si ça veut bien, enfin, les 7,35 €. Voilà, grosso modo, les objectifs. Donc, en termes de ratio gain-risque, encore une fois, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un stop quand même à 12%, hein, c'est beaucoup, mais donc vous devez ajuster la taille de votre position. Par contre, on vise évidemment en premier TP 40, 41%, 60%, 90%, d'accord. Donc là aussi, vous devez le pondérer. Vous ne pouvez pas mettre 30% de votre portefeuille sur Elior, c'est pas possible avec ce plan-là. Ou alors, voilà, ou alors si vous êtes vraiment agressif, vous pouvez, hein, on a le droit, hein, vous mettez tout simplement un stop agressif sous, voilà, sous ce dernier creux ici, là, le dernier creux du 29 mai. Voilà, du coup, ça vous fait un stop un petit peu plus court, mais évidemment, s'il y a un peu de volatilité, vous pouvez vous faire sortir, pardonnez-moi, entre guillemets pourri. Donc voilà, il faut essayer voilà, chacun son profil, c'est toujours la même chose. Hein. Je fais des vidéos un peu généralistes et j'en suis désolé, peut-être un peu simpliste, j'en suis désolé aussi. Mais voilà, mon objectif c'est toujours de vulgariser au maximum, d'essayer de vous donner des clés sans être non plus trop précis parce que sinon on s'enferme, si vous voulez, dans un profil et ça me gêne toujours un petit peu. Et je sais qu'il y a de plus en plus de gens sur différents profils qui écoutent ces vidéos. Il y a des traders court terme, il y a des traders moyen terme, il y a des investisseurs. Donc j'essaye toujours dans la mesure du possible, avec, vous le savez, hein, mon lot d'échecs, mon lot d'erreurs et mon lot de bêtises que je répète toutes les semaines, mais j'essaye de faire du mieux que je peux pour vous proposer quelque chose d'à peu près correct. Voilà.
Donc voilà pour Elior, Genfit. Donc Genfit, elle a bien pété, hein. Elle a bien pété. Je suis peu l'actualité. Je vous renvoie à mon ami David Renan, qui est spécialiste des biotech sur le fondamental. Donc si vous avez des questions, je suis sûr qu'il y répondra bien volontiers. Euh, Tiens, alors on en avait parlé, ça devait être donc, ouais, fin décembre, et on avait dit on attend la cassure, la congestion pour pouvoir acheter. On va faire un petit test qui est pas évident. Alors, on va faire un petit jeu ensemble, si vous me le permettez. Je vais vous donner juste, voilà, je vais vous donner 10 secondes pour répondre à la question. Il y avait ici pour moi deux possibilités en fonction de, vous savez, hein, de comment les méthodes que je vous en prends au travers de ces vidéos, il y avait pour moi deux points d'achat sur Genfit possibles. Techniquement, hein, je ne parle pas du titre fondamental, tout ça, je parle juste techniquement. C'est juste pour vous apprendre à bien repérer les deux zones qu'il y avait. Quelles étaient les deux zones entre, donc entre ce moment-là et ce moment-là? Il y avait deux zones pour moi qui étaient très intéressantes pour pouvoir acheter. Je fais la météo la veille parce que je n'ai pas acheté du Genfit. Quelles étaient pour vous les deux zones qui étaient intéressantes là-dedans? Bon, moi j'en vois deux. Il peut y en avoir d'autres, évidemment, hein, c'est juste avec ma vision en moi. La première, qui était agressive, elle était là. D'accord? Vous voyez, il y avait belle réduction de la volatilité, il y avait un double top ici, les 15 et 16 mai, double top. Et vous voyez que derrière, dès qu'on a breaké, accélération. Il y en avait une deuxième qui était ici, avec un double inside bar, c'est-à-dire que vous avez une bougie qui est à l'intérieur de la précédente et une bougie suivante qui est à l'intérieur de la précédente. J'ai pas regardé, mais j'imagine que dans les deux zones que je vous indique, il y avait une forte chute des volumes. On va vérifier de suite. Voilà. Regardez. La première zone ici, regardez la forte chute des volumes. On le voit très très bien, très clair. Là, ok. Deuxième zone ici, regardez là aussi. Là, ici, là. La grosse chute des volumes. Réduction de la volatilité, grosse chute des volumes, momentum, ce sont des éléments clés. D'accord? Et à chaque fois, l'avantage, c'est que dans les deux setups, alors encore une fois, je fais la météo la veille, mais vous m'excuserez, je le sais, vous me pardonnerez parce que c'est quelque chose que je vous montre régulièrement. Par exemple, si vous achetiez voilà, au-dessus des 3,47 €, pardon, le stop, il était très clair, c'était sous le dernier creux, il était par là. Donc derrière, le ratio gain risque était énorme. Et là, c'est la même chose. Même si vous achetiez, allez, admettons, au-dessus de la bougie là, et le stop d'invalidation là, le ratio gain risque était très bon. D'accord? Donc voilà des setups extrêmement clairs. Autre chose, de hyper important, hyper important, ce que je vais vous dire. Donc je vous explique que contrairement à ce que tous les grands traders vous expliquent qu'il faut rentrer quand il y a du volume, qu'il faut rentrer quand c'est faux, c'est entièrement faux, c'est le contraire. Il faut s'intéresser quand il y a peu de volume pour les actions. D'accord? Regardez quand est-ce qu'il y a beaucoup de volume là sur Genfit. Là. Ici, il y a beaucoup de volume. Voilà. Là. Sur les points hauts. Et vous vous apercevrez que pour bon nombre d'actions, lorsque vous avez des gros volumes, c'est souvent le point haut. Pourquoi? Parce que généralement, les fonds, ils ont besoin de contrepartie pour pouvoir bouger. C'est-à-dire que dans les réductions de volatilité, ils vont accumuler petit à petit des titres. Et c'est une fois que le titre part et qu'ils ont, s'ils ont accumulé par exemple un petit peu là-dedans, là ils vont se retrouver à plus 60. Donc c'est là qu'ils vont se débarrasser des titres. C'est là qu'ils vont vendre des titres. C'est là qu'ils vont généralement, effectivement, attirer les petits porteurs. Et les petits porteurs vont acheter des titres aux institutionnels. Et derrière, le titre va chuter. Voilà. C'est le jeu de la patate chaude. C'est dégueulasse. Mais c'est le jeu de la patate chaude. Donc faites très attention quand il y a une exponentielle et quand il y a beaucoup de volume. Alors des fois, ça arrive qu'il y ait beaucoup de volume et que ça continue de monter. Généralement, soyez extrêmement vigilants quand il y a de la volatilité et quand il y a beaucoup de volume. Généralement, ce sont là que se font les points hauts, contrairement à toutes les formations que vous allez faire sur Internet, à tous les livres que vous allez lire, etc. etc. La plupart du temps, ils vous expliquent ça, c'est une bêtise et je vous laisse aller le vérifier par vous-même. Ok? Ipsos.
Alors, Ipsos, bon, c'est un très beau titre, hein, évidemment. Alors, voilà. Investisseur. Alors, nous, on l'avait suivi, souvenez-vous, hein. D'ailleurs, regardez le double top. Voilà, toujours la même méthode, hein. Voilà, la cassure de l'oblique, la grande figure, ici la petite figure. Et on avait parlé à l'époque du double top. Regardez un petit peu, voilà, ça c'est intéressant. Double top, réduction de la volatilité. Voilà, réduction de la volatilité. Bon, là, les volumes étaient encore un peu importants, mais derrière, pouf, on a eu l'accélération. Ok, donc j'efface un petit peu tous les dessins précédents. La question est de savoir maintenant, trader, est-ce que, donc d'abord, investisseur, est-ce que ça vaut le coup d'investir ici? Voilà. Est-ce que pour vous, investir ici, là, c'est intéressant lorsqu'on voit un graphique comme celui-ci? D'accord? La réponse, pour moi, c'est non. D'accord? Ça n'empêche pas qu'on peut se mettre sur des unités mensuelles, et ça n'empêche pas qu'on peut s'amuser tranquillement à tracer des petits supports. Voilà. D'ailleurs, il y en a un qui est très propre. Petit support oblique. Parfait. Super. Voilà. Très simple, hein. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 8 en analyse technique, comme je dis souvent. Ah, vous dupliquez votre haut de canal. Voilà. Et vous avez grosso modo, voilà, en gros, l'esprit. Allez, pardonnez-moi, on va réduire la volatilité du canal et on va la mettre plutôt sur. Voilà. Voilà. Donc l'idée, grosso modo, est-ce que ça vaut le coup d'investir là? Non. Est-ce que ça vaut le coup d'investir sur repli sur bas de canal? Probablement. D'accord? Donc pour moi, investisseur, on met ça de côté. Trader, j'efface le haut. Trader, est-ce que pareil, est-ce que vous estimez que voilà, investir là pour un trader, ok, vous allez acheter par exemple ici, vous allez mettre un stop ici, bon, vous allez avoir un stop à grosso modo allez, 3%, ça fait pas beaucoup, hein, donc ça c'est intéressant, 2,50. Vous allez viser quoi? Ben, vous allez viser le plus haut là, plus haut historique, en objectif. Plus haut historique, il est à 3,10. Est-ce que c'est une opportunité fantastique? La réponse pour moi, c'est non. Donc, dans les deux cas, investisseur comme trader, à l'écart, grosso modo, du titre. D'autant que ce que je vois là, contrairement à tout à l'heure à Alexibook, j'ai la sensation là qu'on est plutôt, voilà, grosso modo, sur éventuellement quelque chose qui pourrait ressembler. Voilà, on peut se mettre, ouais, même plutôt comme ça. Voilà. Ça ressemble quand même à quelque chose qui pourrait ressembler, grosso modo, à une fin de structure. Donc attention à chaque nouveau plus haut sur Ipsos. Chaque nouveau plus haut, vous faites extrêmement attention si vous êtes investi. D'accord? Voilà. Chaque nouveau plus haut, vous risquez à un moment donné le retournement pour aller chercher ici le support oblique de long terme. Avant, après, hein, de repartir. Hein. Ça reste aussi hein, de long terme, attention. Hein. Ça reste une magnifique boîte, etc. Mais il faut bien comprendre que ben, voilà, il faut bien qu'il y ait des gens vendent pour qu'il y ait des gens qui achètent. Et l'inverse. Ok? Donc, grosso modo, pour moi, Ipsos, pour le moment, à l'écart. Mon Dieu, que je suis en retard. 43 minutes. GTT. Donc GTT, pour moi, alors c'est intéressant. Intéressant parce que voilà, on est vraiment sur un moment important, sur un dénouement. Sur GTT, il y a une très très grosse congestion. Ça va bouger hein, sur les GTT. Hein. Je vous le dis, semaine prochaine, ça va bouger très fort sur GTT. Attendez-vous à quelque chose. Quoi, je n'en sais rien, mais attendez-vous à quelque chose. Plan, si vous voulez acheter, achat au-dessus des 137, stop d'invalidation sous la moyenne mobile à 200 jours. Qu'est-ce qu'on vise? On vise le top, la cassure du top. Ok? Donc voilà, en termes de ratio gain-risque, on va dire que c'est plutôt pas mal. Donc je suis positif tant qu'on tient la moyenne mobile à 200 jours. Si on casse la moyenne mobile à 200 jours, qu'on vient finir de combler le gap, etc., gaffe. Big Ben, alors Big Ben, attention, c'est une entreprise alors déjà qui va publier, je crois, la semaine prochaine, qui est en mauvaise santé, hein, globalement, le secteur va pas bien, Big Ben non plus, etc. Maintenant, voilà, en termes de trading, alors je pense qu'on ne pourra pas faire grand-chose avant l'annonce des résultats, malheureusement, mais en termes de trading, je suis obligé de constater avec vous, toujours en étant factuel, que c'est pas mal. La construction est pas mal. On a eu ici une espèce de tasse avec anse, belle congestion, cassure, pullback. Et derrière, double top. Alors, elle n'est pas très liquide, donc c'est toujours pareil. Les double tops et les triple tops sur des valeurs illiquides sont toujours complexes. Mais en tout cas, voilà, il y aura peut-être quelque chose à tenter au-dessus des 3,06 €. Le stop d'invalidation se met sous les 2,83 € et on ira chercher, ça c'est la théorie, on ira chercher les 3,73 €.
La problématique, encore une fois, c'est qu'il y a les résultats. Moi, clairement, je ne prends pas position avant les résultats, surtout sur une entreprise qui n'est pas forcément en bonne santé. Je pense qu'il y a une réelle possibilité que les résultats soient agréablement positifs et que le marché les interprète comme ça. Mais le risque est trop grand et clairement, je pense qu'il il faut pas le tenter. Et Ramé, alors ça faisait longtemps qu'on en avait parlé, souvenez-vous, hein, il y a des mois, on avait réussi d'ailleurs le mouvement, le premier mouvement, voilà, on en avait parlé ici, on avait parlé à bref, et je vous avais dit, voilà, maintenant ce qu'on attend, c'est la consolidation intermédiaire, et la consolidation intermédiaire, on l'a, donc pour moi c'est positif, hein, l'objectif c'est de venir tester, bon on n'est pas très loin, hein, les 111, ensuite on ira tester les 147, ensuite on ira tester les plus hauts. Ce qui m'intéresse sur Eramé, c'est la construction de figures. C'est plutôt pas mal. Hop, je nettoie un petit peu tout ça. C'est plutôt pas mal. On avait ici la figure ici. Belle réduction également de la volatilité là. Donc plutôt intéressant. J'imagine que là aussi, comme d'habitude, voilà, un exemple supplémentaire, la réduction des volumes, réduction de la volatilité, derrière on break. Donc c'est pas mal, le ratio gain risque n'est pas fantastique, mais c'est plutôt pas mal. Positif hein, sur Eramé, là aussi, tant qu'on est au-dessus de la M10, je dirais même sans aller au-dessus de la M10, tant d'ailleurs on l'a marqué, hein, ce point bas, tant qu'on est au-dessus des 93 euros, vous restez à l'achat globalement sur Eramé, ok. OVH, alors là, par contre, OVH, c'est cata. Voilà, encore moins 10 aujourd'hui, donc là, il y a plus rien à faire. Souvenez-vous, je vous avais dit, il y aura peut-être quelque chose à tenter au-dessus des 6,55 €. Alors, je sais plus si c'est ici ou sur le salon, je sais plus. Bon, bref. Mais on ne l'avait pas tenté parce que, souvenez-vous, je vous avais aussi expliqué, alors pareil, je sais plus si c'est sur le salon ou sur la vidéo publique, qu'il y avait des ventes des dirigeants. Ça, moi, vente des dirigeants dans un titre qui ne fait que baisser, pour moi, c'est impossible. C'est impossible. Donc, honnêtement, il n'y a rien à faire sur OVH. Alors, certains, il y a quelques mois, en parlaient comme une pépite. Malheureusement, elle n'a pas confirmé. Voilà, bon, c'est comme ça. À l'écart, vraiment, il y a rien à faire. Voilà. Même en mode trading, c'est vraiment trop, trop baissier pour moi pour pouvoir tenter quelque chose. Umicore, donc vous le savez, alors je ne vais pas me flageller toutes les semaines. Ça fait partie voilà, des choses qui pour moi n'ont pas confirmé. Il y avait des éléments, souvenez-vous, donc je fais le résumé d'abord sur le graphique mensuel. Donc sur le graphique mensuel, moi, ce qui m'intéresse, et ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse toujours, c'est la zone effectivement de friction ici. On est en plein dedans. J'avais espoir que ici, on avait fait un beau démarrage, on avait pris 15 ou 20%. Donc on avait joué ce premier, ce premier push. Derrière, il y a eu 20%. Il y a eu des annonces, etc., qui ont plombé le titre. Bah, pour le moment, voilà, il n'y a rien de plus. Il faut attendre, il faut patienter. Il n'y a pas de signal de reprise. Oui, je trouve que le momentum baissier est en train de se calmer, mais c'est trop tôt. Voilà, c'est trop tôt. Le biseau descendant là, ok, mais pour le moment c'est trop tôt. Il va falloir casser tout ça, revenir à l'abordage, casser à nouveau l'oblique et à nouveau congestionner. Et là, je vous reparlerai du titre et on repassera à l'achat pour tenter quelque chose comme ça. Pour le moment, globalement, c'est à l'écart. Je suis pas, on est toujours dans la zone, hein, investisseur. Investisseur, pour moi, on est toujours dans la zone, il y a pas de souci. Mais je dois dire que pour le moment, effectivement, c'est une faiblesse. Voltalia. Alors, ouais, j'ai les boules, moi, de Voltalia. Alors, Voltalia, elle a boosté, là, elle a pris 20%, je crois. Ouais. Elle a boosté parce que Neoen a été. Il y a eu une OPA hein, sur Neoen. Alors, on en parle depuis un petit moment, hein, souvenez-vous, on avait parlé de la cassure du bas historique, je vous avais dit, cassure du bas historique, c'est là où tout le monde pleure, et c'est là où généralement vous avez de la congestion et vous avez le retournement. Depuis, regardez, entre les bas et le rebond, 87%, c'est pas rien. Donc toujours la même chose, cassure des bas historiques pour du trading, voilà, on avait parlé de la cassure ici aussi, bref. Nous, sur le salon, on est rentré, on a fait un swing au-dessus, voilà, des 8,95 €. Vous pourriez dire bah, bravo, c'est super. Ben non, pas bravo, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, et c'est de ma faute, bon, c'est comme ça, j'ai remonté le stop un peu vite. J'ai remonté le stop, je crois, par là, ou par là, sous la bougie de mardi. Et on s'est fait stopper donc mercredi avant la news. Donc du coup, alors on est sorti en gain, je crois, de 3 ou 4%, mais voilà, on a raté le
On a raté le mouvement, voilà, bon, ça fout les boules, ça fait partie du jeu, hein, c'est comme ça, mais bon, ça fout un petit peu, j'ai un petit peu les boules, j'ai pas trop envie de la commenter du coup, j'ai pas trop envie pas trop envie de la commenter du coup, mais en tout cas, bon, c'est positif, hein, qu'est-ce que je voulais vous dire. J'ai les boules parce que je la suis depuis un petit moment, et voilà, et du coup, j'avais une bonne lecture, mais voilà, donc pour le moment, il n'y a rien à dire, achat sur repli, et si on a un signal, on rejouera ce genre de mouvement. Pour moi, hein, il y a quand même un objectif majeur qui a été atteint, hein. C'était le premier objectif, c'est de venir tester les 10,48 €. Le deuxième objectif, c'est d'aller tester les 12,70 €, 72, les 14 € et les 16 €. Voilà, grosso modo, pour Voltalia. Je passe. Equasense, donc, Equasense, nous, on avait fait pareil, un petit trade, bah, on est sorti. Bah, là, vous voyez, par exemple, alors, à vrai dire, on est sorti même plus haut. Le trade, on est sorti par là. Donc, on avait joué ici la cassure, la congestion, la cassure, on est sorti là. Donc là, vous voyez, par exemple, voilà, là, pour le coup, se faire sortir, c'était entre guillemets une bonne idée, hein, et un gain. Mais voilà, ça marche pas toujours. Comme d'habitude, on est venu tester le bas du gap qui a fait résistance. Les gaps font toujours, pas toujours, mais font souvent résistance à l'entrée et à la clôture. D'accord. C'est pour ça que souvent je les donne en objectif, l'entrée de gap avec une petite marge. Pensez toujours à prendre de la marge. D'accord. L'entrée de gap et la clôture. Pensez toujours à prendre une petite marge. Je donne toujours un objectif parce que le marché souvent les voit. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur Equasense. Ouais, moi je suis pas. Tout le monde la vend comme le dossier du Select. Moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'elle est encore un peu chère. Voilà, c'est un dossier qui m'intéresse, mais là, cette zone de prix-là, non. Cette zone de prix-là, oui. Voilà, on verra si on y va pour pouvoir jouer un éventuel rebond. Ah, sinon, ce sera du trading. Worldline, alors l'oublié de la semaine dernière, donc Worldline, pour le moment, moi ce que je vois c'est la construction. Plutôt positif ce que je vois, hein, quand même globalement sur Worldline. Donc on avait cette espèce de figure, on l'a cassé, on a fait le pullback, on a relancé et là on fait encore la congestion. Donc c'est du zigzag. C'est assez simple, hein, pour Worldline. Donc c'est une tendance baissière, il faut pas se le cacher. Tant qu'on est au-dessus de cette oblique ici, je vais vous la mettre en vert. Tant qu'on est au-dessus de cette oblique ici, pour moi, ça reste pas mal. Voilà, j'imagine qu'on doit être au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. Ouais, tant qu'on est au-dessus des 11 euros. 11 euros. Tant qu'on est au-dessus des 11 euros, bon, on reste positif. Pour pouvoir relancer, évidemment, il va falloir maintenant casser les 12,66 €, quoi, grosso modo. Donc on verra bien. Achat au-dessus des 12,66 €, invalidation pour les plus agressifs, sous les 11,14 € et on ira chercher dans un premier temps l'oblique ici. Voilà. NAC, Darty, donc également le titre, bon, bah, toujours extrêmement positif, hein. On avait parlé donc de cette zone, effectivement, bon, on la suivait là, hein, dans la congestion. Là, on a fait le break, etc. Maintenant, on a une congestion à nouveau intermédiaire. On a une figure, alors c'est un range, hein, grosso modo, hein, visiblement, ça ressemble beaucoup à un range. Donc là aussi, la cassure des 33,80 € pourrait permettre au titre de retester notamment la zone des 38,55 €. Donc plutôt globalement positif. L'invalidation de tout le mouvement sera si on repasse sous les 30 €. Voilà. Recticel, beaucoup m'ont demandé le suivi, donc ça avait été une action qu'on avait proposée dans le titre à suivre. On en avait proposé, souvenez-vous, dans le titre à suivre ici, donc ça devait être au mois d'avril. Dans la congestion, toujours pareil. Derrière, voilà, on a bien fait le move. Donc c'est pareil, on avait visé un premier objectif qui a été atteint. Donc assez intéressant. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que voilà, on patauge un peu. Je pense que là aussi, on est en train de construire la figure intermédiaire, d'accord? Donc ça peut mettre un peu de temps. Vous pouvez avoir là aussi voilà, un biseau descendant, un triangle, etc. Mais je pense que derrière, on peut avoir un nouveau push pour aller chercher la fermeture, hein, du gap ici en objectif. Après, on verra pour la suite. Voilà. Tant qu'on tient la zone des 13 euros, hein, fixez-vous 13 euros, 13 euros, 13,15 €. Tant qu'on tient les 13 euros, globalement, il n'y a pas péril dans la demeure. Pull-up, je suis très content. On en a beaucoup parlé, souvenez-vous, de pull-up.
dans l'immense congestion qu'il y avait, elle a fini par casser par le haut. Regardez un petit peu. Alors, c'est une tendance baissière là aussi, etc. etc. Toujours la même chose. À partir du moment, vous le savez, où on casse le bas, c'est là où il faut s'intéresser au titre en mode trading. D'accord. Donc, on a fait le push, on a fait la première, ce que je vous explique très régulièrement, hein. C'est du classique, il n'y a rien de fabuleux, il n'y a rien de magique en tout cas. Le push, on a la correction, la consolidation, très peu de volume, et derrière, on fait le break. Et là, si on regarde les volumes, hein, c'était délirant, hein. Il y avait vraiment plus personne dans le carnet d'ordre. Derrière, dès qu'on break, euh, dès qu'on break, derrière, effectivement, ça explose. Donc voilà, alors ça paraît pas grand hein, sur le graphique, mais là, vous avez entre le plus haut et le plus bas, vous avez 30%, hein. 30% en 4 jours, hein. Donc là, clairement, alors on peut pas rentrer 30% du portefeuille là-dessus, mais voilà. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Là aussi, pour moi, tant qu'on tient la zone, voilà, la zone ici, grosso modo, des 12 euros, 13 euros, ça reste positif. Ce qu'on va surveiller maintenant, effectivement, c'est une congestion supplémentaire pour pouvoir rebreaker et aller chercher le premier objectif qui sera donc l'entrée de gap et ensuite la clôture du gap. Ok. Eutelsat, donc ETL, on a toujours nous une position normalement, voilà, on a toujours une position sur le salon. Donc nous on a acheté, on fait le suivi, hein, vous l'avez vu sur les précédentes vidéos. Donc nous on a acheté au-dessus des 3,80 € et là pour le moment on a un stop que je vais remonter d'ailleurs très certainement. On a un stop aux alentours des 4 euros, pas aux alentours, sur les 4,37 €. Donc très positif, on est en train de tester le break. Voilà, ça semble être voilà, potentiellement une espèce de recovery, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Pourtant les résultats étaient moyens, mais le marché semble s'en satisfaire. Tant mieux, bon voilà, maintenant si vous voulez acheter, pour le moment il n'y a pas de setup, il n'y a pas eu de setup intermédiaire, il n'y a pas eu véritablement de congestion, tout ça. Donc si éventuellement vous avez une congestion, vous tentez éventuellement un achat, toujours pour la même chose. Regardez aussi, hein, comme d'habitude, hein, la pertinence de la moyenne mobile à 10 jours. Tout le temps, on me demande pourquoi la moyenne mobile à 10 jours. Ben, regardez, mettez vos graphiques et vous vous apercevrez qu'elle n'est pas magique, mais pas loin quand même. Voilà un petit peu pour Telsat. Aramis, ah ben Aramis alors. Bon voilà, hein, Aramis, on avait fait le suivi, donc nous on était actionnaires hein, sur le salon. Ah, je sais plus écrire, hein, c'est pas possible ça. Aramis. Donc nous on était actionnaires sur le salon. Je vous avais proposé tous les objectifs qui ont été atteints jusqu'au 4,75 €. Souvenez-vous, on a acheté ici sur les 3,60 €. Donc nous on a vendu sur le salon ici sur les 4 euros, ben, à la clôture, hein, 4,15 €. Donc on a fait, je sais plus, 10-15%, je sais plus, ouais, 15%. Donc c'est plutôt pas mal. Et derrière, voilà, derrière il y a eu un push supplémentaire de 10% supplémentaire. Voilà, pour moi, si vous n'êtes pas dedans, alors regardez, encore une fois, les setups, ils ont été clairs, hein, je ne vais pas vous les refaire, les vidéos précédentes l'expliquaient très bien, les doubles, triple top, le double top, pas de volume, etc. etc. Voilà, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire maintenant, éventuellement, si vous avez à nouveau une congestion par là pour jouer de nouveau un push, mais voilà, pour le moment, il faut rester à l'écart. Là aussi, hein, regardez les volumes importants, les volumes importants. Donc pour moi, voilà, pour moi, grosso modo, il faut rester à l'écart pour le moment sur le titre. Lumibird, donc Lumibird, c'est un titre que j'avais pas vu depuis un moment. Donc de mémoire, Lumibird, ils font. C'est une belle société, hein, c'est une belle société. Enfin, moi j'aime bien, fondamentalement. De mémoire, ils font tout ce qui est laser, diode, etc. Je crois. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire, hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus trop regardé. Bref, en tout cas, voilà. Alors, investissement, hein, investissement pour moi, vous avez encore un peu de temps. On peut baisser encore un petit peu. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant en mode trading, c'est que quand même, on a une petite, voilà, on a une petite figure de congestion qui est là. Donc ça se regarde, mais là aussi, hein, on n'est pas sur un titre qui est très liquide. C'est 75 000 euros échangés en moyenne. Donc vous voyez, c'est pas. Voilà. Voilà. Après, mode trading, éventuellement au-dessus des 3,65 €. Voilà, pourquoi pas. Mais plutôt, je préférerais optimiser. Voilà. Même si on fait un push, on pourra avoir une nouvelle attaque. Et c'est là où, globalement, on pourra éventuellement jouer quelque chose sur le titre Lumibird. On part en Allemagne avec SAP. Ah, c'est un de mes regrets, hein, SAP, parce que j'avais failli à l'époque investir lorsqu'on a cassé les plus bas du Covid. Voilà. Les plus bas du Covid ici, du 11 mars 2020, on les avait cassés ici. Et j'en parlais avec mon ami Laurent, que vous devez connaître, Lorenz
sur Twitter, qui est spécialiste de la tech allemande et américaine notamment, qui est avec nous d'ailleurs en tant qu'intervenant sur le salon. Et on avait parlé, voilà, j'avais dit tiens, sur cette zone-là, c'est quand même assez intéressant. Et puis bon, je suis pas allé, évidemment. Et donc derrière, elle s'est envolée, évidemment. Donc pour moi, de toute façon, voilà, c'est plutôt plus le moment, hein, c'est plus le moment pour moi d'investir. On est vraiment sur un point haut, même en mode trading, voilà, ça ressemble plus à une fin de structure qu'autre chose. Voilà, à minima, je dirais un appui MM200, etc. Mais là, globalement, franchement, rester à l'écart du titre, c'est un titre magnifique, mais globalement, je resterai à l'écart. SMCI. Super Micro Computer. Alors, souvenez-vous, on en avait parlé sur le top, aux alentours des 1200 $, je crois. Ouais, c'était ça, le top. Et je vous avais dit, attention, vous risquez un drawdown important sur le titre de 15, 20, 30%. Bah, il y en a eu un de 45, hein, donc ça rigole pas. Donc ça, c'est pour le côté, entre guillemets, négatif. Côté positif, c'est que je trouve qu'elle construit bien. Je trouve qu'elle construit bien, SMCI. Donc, bon, à voir, à regarder. Je pense qu'on est sur une construction de moyen terme, donc c'est assez sain pour le moment. Il y a effectivement cette figure-là, avec le pullback un peu exagéré. Donc, on va voir si... Je vais vous le tracer proprement, que ce soit un peu plus clair, parce que j'aime pas quand c'est pas beau, quand même. Voilà. Là aussi, hein, tu vas essayer de faire des trucs propres un peu, de travailler proprement. Voilà. Ça sera plus joli pour les auditeurs. Voilà. Maintenant, il faut essayer de regarder si on arrive à bien congestionner. Il y a un double top ici. Je pense que ce sera le signal. Si on arrive à casser le double top au-dessus des 972 $. On arrive à passer au-dessus de 972 $, signal pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Vous pouvez même avoir une petite congestion par là, hein. Si vous avez la petite congestion par là, vous pouvez le jouer, quitte à pyramider sa position, c'est-à-dire une première position ici, qu'on augmente ici, pour pouvoir jouer le signal. Là où je serais négatif, c'est si, ouais, si on repasse sous la moyenne mobile à 200 jours. Voilà. Elle va venir là, si on repasse dessous, là par contre, on redeviendra quand même beaucoup plus négatif, quoi. Ok. Voilà pour SMCI. Boeing. Alors, Boeing, on n'est pas encore pour moi sur des zones qui m'intéressent, mais ça m'intéresse. Boeing, elle est là. La zone long terme, je vais vous la montrer en... Alors, on l'avait proposé cette zone sur le OVLM, sur le Où va le monde, là, vous savez, le magazine qu'on publie là, tous les vendredis avec Rutia. Que j'enverrai bientôt au travers d'une newsletter très certainement, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé oui, ce serait bien qu'on l'ait en format PDF par mail. Je vais y travailler, c'est prévu, mais bon voilà, c'est pas encore le cas. Mais en attendant, vous l'avez sur Twitter. Et je le republie sur Twitter tous les vendredis matins. Et sur les différents réseaux d'ailleurs, hein, que sont Facebook, etc. Donc vous pouvez le retrouver au format image. Bref, j'ai deux zones pour Boeing. La première, c'est cette zone ici. Donc je vais l'ajuster un petit peu du coup. Hop, voilà. J'ajuste un petit peu mes zones. Voilà, donc la deuxième, elle n'a pas changé, hein. C'est la zone des 100 à 115, ouais, c'est bien ça. Et la deuxième, des 130 à 150, ouais, c'est bien ça. Donc voilà, pour moi, ça se surveille. Je pense que effectivement, ça peut être une zone assez intéressante. Voilà. On doit être en train de construire quelque chose comme ça. Donc je vous verrai bien quelque chose qui ressemblerait éventuellement à ça. Ok. Donc voilà, entre les 130 et les 150, première position à renforcer aux alentours des 100, 110, 115. Rivian, Rivian. Donc on me l'a proposé également. Je connais. Oh, c'est baissier. Ouais, c'est un titre qui était monté jusqu'aux 180 $. Il est à 10 $. La vache. Alors, trader, hein, là-dessus, trader. Alors, je vais vous étonner, mais enfin, non, pas trop, parce que vous commencez à me connaître. Moi, c'est le genre de graphe que j'adore, forcément. Le genre de graphe que j'adore trader, ça doit être hyper volatile, et surtout, je vois une belle réduction de la volatilité. Donc, je le découvre en même temps que vous, hein. Je le découvre en même temps que vous. Comme d'hab, j'essaie de ne pas regarder trop avant pour tracer un petit peu. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Et en journalier, qu'est-ce que ça donne? Ouais, bon après c'est voilà, c'est méga baissier, hein, c'est pour vraiment du pur trading. Bah, il y a un achat possible au-dessus effectivement des 10,74 $, bon, qu'on a déjà déclenché. Bon, on doit pas être loin.
Et le stop d'invalidation en mode trading, il est sous les 9,24 $. Objectif, donc ça c'est simple, hein, objectif, vous avez un gap ici à aller combler. Donc je dirais l'entrée de gap et je dirais la clôture du gap qui devrait à quelque chose près se retrouver confondu avec la moyenne mobile à 200. Et ensuite on ira chercher l'oblique ici en rouge. Voilà, ça c'est pour les plus agressifs. Pour les moins agressifs, on jouera en attendant la cassure et en attendant la congestion pour ensuite jouer la cassure de la congestion. Voilà, le plan est assez simple. C'est du trading là, pur, hein, franchement, investisseur. Je connais pas la boîte d'ailleurs, n'hésitez pas. J'ai dit Rivian Automobile, mais c'est Rivian Automotive, hein. Donc voilà. Et puis Nike, avant de passer au titre à suivre pour la semaine prochaine, Nike. Moi, j'ai toujours la même analyse, hein. Pour moi, investisseur, faut y aller, hein. Enfin, voilà, ça va pas bouger, donc je vais pas changer mon analyse. Pour moi, investisseur, si vous voulez investir sur Nike, c'est le moment, les amis. Voilà, hein, je me mouille, hein, clairement, hein, j'ai pas de problème. Mais moi, pour moi, investisseur, c'est le moment d'acheter du Nike. Voilà. Avec toujours la même chose, un renfort potentiel, d'accord? Voilà. Un renfort potentiel qui sera là, d'accord? Donc il sera dans la zone, je sais pas moi, 70 à 60, d'accord? Donc si vous investissez ici à 90 $, vous investissez ici à 65 $, ça vous fait grosso modo un prix aux alentours des 76-77 selon comment vous achetez. Voilà, si vous avez un prix grosso modo aux alentours de 77 $ sur une action avec un trend aussi aussi merveilleux que Nike et un plus haut historique à 179, c'est pas mal, d'accord? Sur les 4-5 ans, parce que peut-être qu'elle peut continuer de baisser, Nike, bien sûr. Encore une fois, tous les fondamentalistes vont nous expliquer pourquoi elle baisse. Ok. Mais moi, ce que j'aimerais qu'ils nous expliquent, c'est est-ce que derrière, le fondamental va se reprendre. Donc moi, si Nike, elle fait ça, même si elle fait un nouveau plus bas, si au final elle fait ça, ça me va très bien. Même si j'ai pas acheté le plus bas, ça me va très bien. Donc, investisseur, pour moi, Nike, premier investissement ici, renfort ici. Ok. Oui, il y a quand même des choses à faire dans ce marché-là, hein, y compris pour les investisseurs, hein. Donc voilà. Et enfin, on va terminer par le titre à suivre. Alors, le titre, j'ai rien oublié, je les passe rapidement. Je fais attention parce que chaque fois on me reprend, mais à juste titre, j'oublie à chaque fois une. Non, moi, je n'ai pas oublié. Et, je vais faire la dernière, donc Maison du Monde, MDM. Maison du Monde. Donc moi, Maison du Monde, alors c'est une tendance baissière. On a cassé les plus bas historiques, c'est pour ça que ça m'intéresse. CF, Voltalia, etc. etc. Et ce qui m'intéresse, c'est la construction. Voilà. On a cet oblique ici, en rouge, d'accord? Très baissier. Oblique donc qui a fait résistance ici, 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 et on l'a cassé. Et on congestionne. On congestionne, vous le voyez, et on congestionne avec très très peu de volume. On le voit, regardez la moyenne des volumes, hein, c'est un effondrement. D'accord? Le même effondrement qu'on avait eu, hein, notamment là, avec le redémarrage. Bref. En tout cas, c'est intéressant. Allez, je vous propose une stratégie. Vous l'adaptez, hein, s'il vous plaît. Moi, je ne fais pas l'étude aussi précisément, mais c'est pour vous donner des ordres d'idées. Voilà, j'essaye de me mouiller le plus possible. Je sais que vous aimez ça et vous n'êtes pas méchant quand je me trompe, donc je continue. Au-dessus des 5,18 €, invalidation agressive sous les 4,68 €. Et les objectifs, pour moi, hein, vraiment, ils sont assez importants. Parce que pour moi, l'objectif, c'est de revenir tester l'ancien niveau de support ici. Donc, grosso modo, hein, les 7,40 €. Voilà, premier objectif. Vous voyez, en termes de ratio gain-risque, même si c'est volatile, vous avez un ratio gain-risque qui est quand même hyper intéressant. Voilà, les amis, je crois que j'en viens à la fin. Pensez, s'il vous plaît, à aller voir la vidéo. Vous êtes gâtés cette semaine. Il y a la vidéo du Bitcoin à aller voir. Et il y aura dimanche prochain, le dimanche 9 juin, il y aura une émission spéciale économie avec Valentin Offrand et Thomas Andrieux. Donc, on va essayer de vous dire ce qu'on voit pour la suite des marchés financiers. Voilà. Merci beaucoup, vraiment, à chaque fois pour vos commentaires. Je sais que vous êtes nombreux à laisser des commentaires. Ça m'aide énormément à référencer la chaîne.
Vous, ça vous prend pas forcément beaucoup de temps, mais voilà, à chaque fois que vous mettez un commentaire, sachez que moi je les lis tous, ça me donne beaucoup de force, ça me donne beaucoup de courage, et ça me permet voilà, de continuer à travailler pour pouvoir vous proposer encore plus de contenu gratuit pour que bien, tous ensemble on puisse continuer à progresser. Voilà, je vous embrasse bien fort, passez un bon week-end, prenez soin de vos proches, et puis on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. À plus.